Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. On est ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui parce qu'à partir de demain, vous allez être très occupé. Vous avez un rôle crucial au sein de cette commission avec le début de l'examen du budget. Alors, on va parler en détail de cet examen, mais sur l'esprit général d'abord. Faute de majorité, le gouvernement va devoir négocier, encore plus que d'habitude avec les groupes parlementaires. Vous vous en réjouissez ? Sur le principe, oui. Enfin, sauf qu'il nous a prévenu qu'en réalité, il n'allait pas beaucoup négocier dès le départ. De quoi parlez-vous ? Par exemple, ils ont expliqué qu'ils allaient être intraitables sur les équilibres. Bon, les équilibres, c'est en réalité la structure même du budget. Est-ce que, par exemple, vous diminuez le déficit en permettant qu'il y ait plus de recettes, puisque vous savez que c'est ça qui explique l'explosion du déficit depuis 2017, c'est le fait que l'État s'est privé de recettes et en faveur des plus riches notamment, ou est-ce que vous allez attaquer par la face nord, c'est-à-dire la baisse des dépenses publiques, la baisse des prestations sociales, etc., etc. Le gouvernement a choisi cette deuxième option. Bon, et il dit on va pas changer les équilibres, donc on négociera dans ce cadre-là. Donc vous voyez qu'il n'est pas parti, j'allais dire, pour accepter tout ce que l'Assemblée pourrait lui imposer. Et il a notamment l'article 40, dont je suis dépositaire, mais la Constitution m'oblige à le respecter, qui est une arme redoutable, par exemple, pour éviter toute dépense supplémentaire. Mais il n'y aura pas de 49.3, c'est aussi ce qu'a dit Sébastien Lecornu, donc ça veut dire qu'en l'état, vous pouvez vous permettre de tout faire passer s'il y a une majorité. Eh bien non, justement, déjà au niveau dépenses, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est très corseté. Et puis il y a d'autres façons de faire. Alors le 49. Pas le jeu. Comment ? Pardon, ça ouvre pas le jeu, cette absence de 49.3. Ça n'ouvre pas le jeu autant qu'on l'imagine. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est... Alors, certes, le 49.3 est un vestige de la Ve République qui est quasiment unique en Europe. Mm-hmm. Moi, quand j'en parle à des Mais là, on ne l'utilisera pas. Donc, voilà. Quelque part, ça permet... Oui, mais sauf que vous avez d'autres méthodes. Par exemple, vous avez une méthode qui consiste, quand on démarre un budget 2 semaines en retard, comme on est là, qu'on n'a plus de marge, à faire en sorte de laisser traîner les débats pour qu'au bout de 70 jours, pour le budget de l'État, 50 jours pour le budget de la sécurité sociale, on y reviendra sur le fameux amendement sur les retraites. Ça sera encore plus serré d'ailleurs. Vous puissiez dépasser ces délais, et dans ces cas-là, le gouvernement, figurez-vous, applique le budget par ordonnance, le budget initial. Bon. Donc on voit bien que ça, c'est par exemple une façon de faire. Il y a d'autres façons de faire, je vous ai parlé de l'article 40, il y a tout un tas de mesures qui permettent en réalité au gouvernement d'essayer de peu changer son budget, mais ce qui est vrai, c'est que je pense que, comme il n'a pas de majorité, je pense qu'au final, nous battrons ces budgets. Mais Éric Coquerel, vous prêtez là des intentions au gouvernement. Aujourd'hui, dans les temps, on peut tenir les timings. Dans les temps, on peut tenir ces timings, mais c'est extrêmement serré, c'est ce que je suis en train de vous dire. On a plus un jour de marge. Avant, on avait 2 semaines de plus. Donc voilà, si vous voulez, je regarde comment agit depuis un an le pouvoir macroniste, c'est-à-dire minoritaire dans les urnes, minoritaire à l'Assemblée nationale, et essayant de passer coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, ces budgets d'austérité, ces politiques antisociales. Vous me permettrez d'être méfiant. Éric Coquerel, justement, reprenons l'agenda de demain. C'est le début de l'examen du budget en commission. Juste sur la partie recettes du budget, les dépenses, ça sera dans un second temps. Que les auditeurs nous comprennent bien, l'examen en commission, c'est une première discussion avant les débats dans l'hémicycle, avec des députés de tous bords, mais en plus petit comité. C'est intéressant parce que ça permet souvent de voir les équilibres, les points de blocage, les points d'entente aussi. Comment ça va se passer concrètement à partir de demain en commission ? Concrètement, on va regarder tous les amendements, qui sont déposés en commission. Alors de mémoire, il y en a eu à peu près 1800. On a essayé de faire des cibles. Moi, j'ai essayé d'organiser. Vous vouliez 1200, vous aviez dit pas plus de 1200 parce qu'il faut qu'on ait le temps de tout regarder. C'est une cible. Vous savez, le droit d'amendement est constitutionnel. Donc, d'ailleurs, le socle commun qui a débordé un peu. Oui, c'est ça qui est paradoxal. Vous avez raison de le noter. C'est-à-dire que on a des budgets. En général, qu'est-ce qui se passe dans un budget ? Le gouvernement, les groupes gouvernementaux amendent très peu puisqu'ils sont d'accord avec le budget. Normalement, c'est les groupes d'opposition. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les groupes gouvernementaux, ce qui même petite aussi alerte sur la question des délais, qui ont le plus amendé et qui ont finalement le moins fait d'efforts par rapport aux cibles qu'on s'était fixées collectivement. Bon, malgré tout, il y a quand même depuis un an, on a quand même réussi à baisser le nombre d'amendements qui fait que, je pense, on devrait parvenir en commission à tous les examiner. Le vrai enjeu, ça va être la séance. Et concrètement, vous, chez LFI, vous espérez faire passer quels amendements ? Quelles sont vos priorités ? Nous, notre programme. On a un programme. Alors, ce ne sera pas tout le programme. Non, mais j'ai pas dit ça. Vous me dites, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, on a un programme, c'est le programme du NFP. Nous, on y reste fidèles. Et donc, on a un certain nombre de mesures qui, en gros, va chercher du côté des recettes, notamment la taxation des plus riches, des grandes entreprises. La fameuse taxe aux UCMAN. Entre autres, mais il y a aussi l'ISF climatique, un rétablissement de l'ISF avec une variante climatique. Il y a aussi des taxes sur les dividendes, en finir avec la flat tax et le bouclier social du capital. En gros, on a des mesures
Si on les faisait toutes passer, on aurait au moins une centaine de milliards de recettes qui arriveraient. Et vous voyez qu'on n'aurait pas besoin d'aller baisser les dépenses publiques et on récupérerait même de l'argent pour l'investissement. Mais je me fais pas d'illusions. Aujourd'hui, dans la séance, en commission et dans la séance, il n'y aura pas de majorité pour passer beaucoup de ces mesures, notamment parce que le Rassemblement national me semble engager la discussion budgétaire sur un côté un peu plus libéral, néolibéral que l'an dernier. L'an dernier, justement, vous aviez réussi à faire passer une série d'amendements pour un coût total de 50 milliards d'euros. Alors, plus que ça, 60. Même. 60, il n'y a pas eu d'effet parce que tout est tombé à l'eau avec la chute du gouvernement. Non, tout a été battu. Parce qu'il y a une alliance entre le Rassemblement national et le socle commun qui n'ont pas voté le budget qu'on avait réussi à amender. Aussi, effectivement. Mais votre objectif, c'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, très clairement, je ne crois. Alors, je reviens sur le sujet. Je ne pense pas cette fois-ci que nous allons réussir à imposer un budget dit NFP compatible. On l'a essayé il y a un an. On y était arrivé dans les amendements. On s'aperçoit qu'après il y a eu un espèce de bloc réactionnaire qui a empêché de le faire. Et puis depuis un an, on a l'habitude, c'est que ce gouvernement et le pouvoir macroniste ne veut rien lâcher par rapport à ça. Aussi, une autre problématique, c'est que le NFP arrive moins soudé, moins uni, puisque M. Faure a tenté d'aller négocier avec le gouvernement. Il lui-même dénonce désormais, enfin en tout cas dit qu'il n'est plus lié au programme du NFP. Donc il dit qu'il n'y a pas eu d'accord, qu'il n'y a pas eu d'échange, en tout cas. Bon, écoutez, ce que je constate, c'est que entre ce que dit le Premier ministre pour essayer d'obtenir la non-censure des socialistes et ce qui était sorti du Bureau national du Parti socialiste, ça se ressemble étrangement. Mais aujourd'hui, la censure est toujours possible. Ils sont d'accord au moindre mot. Oui, d'accord, mais je parle de la censure. Il y a un an, les socialistes avec nous, avaient voté la censure de monsieur Michel Barnier avant qu'on engage le débat. Là, ça n'a pas été le cas. Bon. Donc, je constate, je sais pas si c'est de l'accord, mais ils sont entendus au mot près sur les formules qui permettaient la non-censure. Donc, on n'est pas dans le même cas de figure. Donc, très clairement, on va jouer notre travail de parlementaire. Nous, on le fait toujours, France Insoumise, pour essayer de modifier ce budget. Je ne crois pas qu'on y parviendra dans le cadre d'un budget que nous pourrions du coup voter. Et donc l'objectif, je vous le dis très clairement, ça va être de battre ce budget parce qu'il n'est pas bon pour le pays. Éric Coquerel, depuis l'année dernière, le budget et l'état économique de la France s'est dégradé. On voulait vous faire réagir aux propos de Roland Lescure. Il s'exprimait hier matin sur France Info. Ce que je leur dis, c'est soyons responsables. C'est vraiment à nous. Et quand je dis nous, c'est à la fois le gouvernement et le Parlement de convaincre les observateurs, les agences de notation, les marchés financiers. Mais il faut continuer à rassurer les investisseurs et les agences de notation. Alors Roland Lescure, il s'adresse à vous, les parlementaires, l'opposition également. Il réagit après la dégradation de la note de la France par S&P, de A à moins à A+, on l'a appris avant-hier. Concrètement, est-ce que vous pouvez au moins être d'accord avec lui sur l'objectif, c'est-à-dire de maintenir la trajectoire, l'impératif de rester sous les 5% de déficit pour assurer les marchés et les agences? Déjà, je l'appellerai lui et ses collègues à être responsables. Parce il le dit qu'il doit l'être aussi. Ceux qui sont irresponsables depuis un an, parce que c'est ce qui explique notamment toutes les notes des agences de notation quand ils dégradent. Le note, c'est l'instabilité politique. C'est-à-dire que si on regarde depuis un an, par exemple, on a perdu quasiment 10 milliards d'euros cette année de croissance du fait des décisions des gouvernements de s'imposer coûte que coûte alors qu'ils sont minoritaires, etc. Mais sur les 5% de déficit, vous êtes d'accord? Déjà, il faudrait qu'ils soient responsables et qu'ils arrêtent d'essayer d'appliquer une politique qui a été minoritaire dans les urnes il y a un an. Deuxièmement, il faudrait qu'ils arrêtent de jouer les alarmes. Vous savez, comme l'avait fait Monsieur Bayrou sur le terme. Monsieur Lescure le fait moins, je tiens à le dire. Mais Monsieur Bayrou sur le thème, on est près de la faillite, le FMI arrive à la porte, enfin toutes choses qui sont des absurdités totales et qui finissent par inquiéter effectivement les marchés et les agences de notation. Et puis troisièmement, dans l'agence de notation que vous notez, ils indiquent que la réduction du déficit peut se faire de deux manières. Elle peut se faire par la baisse des dépenses publiques. Et le problème, c'est que la baisse des dépenses publiques, figurez-vous, ça a un aspect récessif sur l'économie. L'an prochain, l'OFCE vient de sortir une analyse, c'est une institution qui travaille sur l'économie, qui estime que ça va avoir un effet récessif de 0,8 points sur la croissance, ou alors on peut le faire sur les recettes que nous proposons. Pardonnez-moi, vous n'avez pas répondu sur l'objectif des 5%, de rester sous les 5% de déficit. C'est important, c'est une trajectoire, c'est un engagement de la France. Oui, c'est un engagement de la France, mais je pense que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, d'accord, c'est-à-dire une situation économique mauvaise, où la consommation intérieure baisse. Or, la consommation intérieure, c'est la moitié du PIB dans ce pays. On ne doit pas prendre des mesures récessives. Pourquoi? Parce que si vous prenez des mesures récessives, en réalité, non seulement vous allez attaquer le pouvoir d'achat des Français, vous allez produire une politique inégalitaire, mais figurez-vous, à la fin, vous n'avez pas la réduction des déficits attendus. Donc, moi, le problème n'est pas de dire il faut respecter 0,5, etc., à la virgule près. C'est de mettre en place la bonne politique économique qui, sur 3-4 ans, nous permette à la fois de relancer l'économie, de faire une bifurcation écologique
et également de réduire les déficits. Et or, la politique menée aujourd'hui et proposée aujourd'hui n'est pas une bonne politique. Elle va faire exactement l'inverse. Mais vous entendez aussi ces Français qui disent qu'ils épargnent plus, ces entreprises qui investissent moins, qui embauchent moins. Il y a une crise qui se ressent, qui est là. Bien sûr. À partir du moment où la consommation intérieure baisse, et que vous avez un pays qui est quand même très lié à cette consommation intérieure, les carnets de commandes des entreprises diminuent. À partir du moment, par exemple, l'État va cette année diminuer tous les budgets des ministères. Les budgets des ministères, c'est aussi des commandes publiques. Quand il y a moins de commandes publiques, par exemple dans l'écologie, puisque depuis 2 ans, on baisse les budgets de l'écologie, alors qu'il faudrait les augmenter de près de 40 milliards si on voulait respecter les accords de Paris, ça a des effets sur les carnets de commandes. Toute cette politique anémie l'économie française. C'est cela que je condamne presque le plus, en plus du caractère inégalitaire qu'elle propose. On va parler des retraites, du Parti socialiste aussi, grâce auquel ce gouvernement tient. Ils n'ont pas voté votre motion de censure dans leur majorité. Elle a échoué à 18 voix près. Vous comptez les récupérer comment la prochaine fois, les socialistes ? Écoutez, si on les récupère, en théorie, si, comme je l'espère, on base budget et que le gouvernement est censuré, j'espère qu'à ce moment-là, ça sera le cas, parce qu'il faut un retour aux urnes. On ne peut pas continuer longtemps comme ça. Et vous savez que le retour aux urnes, nous, on souhaite que ça soit une présidentielle anticipée. On va y venir, mais ils ont quand même obtenu une sacrée victoire avec cette suspension de la réforme des retraites. Est-ce que vous leur concédez le point ? Non, je leur concède pas le point. Pourquoi ? Parce que, ils ont obtenu un sursis. C'est-à-dire qu'en gros, pour que les gens comprennent, la réforme des retraites n'est pas remise en question, l'allongement de l'âge jusqu'à 64 ans. Ce qui se passe, c'est que les gens vont gagner 3 mois par rapport à ce qui était prévu a priori. On ne sait pas jusqu'où ça va aller d'ailleurs, mais en tout cas, les générations 64-65, ça va être le cas. Bien. Et en face de ça, ils sont aujourd'hui dans l'obligation, parce que sinon cet amendement qui est prévu dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale ne passe pas. Pour le faire passer, ils sont quasiment obligés de voter ce projet de loi. Et ce projet de loi, c'est un musée des horreurs sociales. On a rarement vu un projet de loi sur la santé aussi, j'allais dire, antisocial depuis le début de la 5e République. Pardon, mais qu'on comprenne bien, s'il passe par un amendement, vous votez pas l'amendement de la suspension des retraites, monsieur Coquerel ? Je vous donne juste un exemple pour bien comprendre. D'un côté, on dit aux retraités, on va vous accorder 3 mois sur la réforme qui est prévue, qui est totalement minoritaire dans le pays. Donc c'est pour ça que nous on dit qu'il y a que l'abrogation qui aurait dû être faite. Mais d'un autre côté, on leur prend 3,7 milliards d'euros, soit à travers les indexations de pensions, gel de l'impôt sur le revenu, etc., qui vont condamner. Donc d'un côté, on nous dit, pour faire passer cet amendement, faut voter pour un projet de loi qui prend 3,7 milliards d'euros. Donc vous ne voterez pas l'amendement ? Comment ? Vous ne le voterez pas, on ne votera pas le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. On verra bien comment l'amendement est écrit pour l'instant. L'amendement sur la suspension des retraites, vous n'êtes pas certain de le voter ? On verra bien comment l'amendement est écrit pour l'instant. Comment vous justifieriez auprès de vos électeurs de pas... Oui, mais je cherche à comprendre, c'est important aussi. On ne sait pas comment est écrit l'amendement, d'accord ? Donc nous, on a l'habitude, quand un amendement va dans le bon sens, de le voter. Donc on va bien voir ce qu'il y a dans l'amendement, parce que figurez-vous, on ne sait pas, par exemple, je rentre pas dans les détails, mais si c'est l'application de la réforme qui est reportée, ou est-ce que c'est la réforme globalement. Donc ça va faire des petits changements. Et en tout cas, on ne mettra pas le doigt dans quelque chose qui, en réalité, fige la retraite à 64 ans et ne l'abroge pas. Donc on verra bien l'amendement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce que les gens entendent, c'est qu'en réalité, cet amendement ne servira à rien si les groupes de gauche, si les oppositions vont jusqu'au bout et s'opposent à un projet de loi de finances qui est totalement délétère vis-à-vis des retraités, vis-à-vis des pensionnés, vis-à-vis des populations les plus précarisées. Donc tout ça, c'est un jeu de dupes. Vous avez le sentiment que les socialistes se sont fait piéger ? En tout cas, si je suis aimable, je dirais que oui, ils se sont fait piéger. Peut-être le savait-il, mais comme je suis aimable, je vais dire qu'ils sont fait piéger. Il y a un autre scénario qui se dessine depuis hier. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ont demandé au gouvernement de ne pas passer par un amendement, mais d'inscrire la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la Sécurité sociale et avant son examen. Ça permettrait, selon vous, que la suspension justement ne se fasse pas retoquer par le Conseil constitutionnel. C'est un peu technique, mais... Je l'ai demandé également, c'est le constitutionnaliste Benjamin Morel qui a rappelé que si vous faites une lettre rectificative avec le projet de loi de finances, vous n'avez pas le défaut, en cas de dépassement des délais de soit 50 jours, que les ordonnances restituent le texte initial et donc annulent l'amendement sur les retraites. Donc ça réglerait au moins ce problème. Donc moi je le demande. Par contre, ça ne réglerait pas le deuxième problème que je vous signale, c'est que pour faire voter cette mesure, il faut voter le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, qui, une fois de plus, je me permets d'insister, est une catastrophe, y compris pour les retraités. Donc c'est là où le piège n'est
n'est pas totalement, j'allais dire, ouvert, mais ça serait déjà mieux. Donc moi, j'ai demandé également hier, en tant que président de la Commission des Finances, que le gouvernement fasse vite, parce qu'il faut le faire maintenant. Vous avez un retour sur cette question du véhicule législatif J'espère, puisque nous, on a fait la demande. Je l'ai faite officiellement à Monsieur Lecornu. Donc on va voir, mais il faut que ça vienne vite, parce qu'il faut que ça soit... Jusqu'à quand? D'ici quand? Quasiment maintenant, parce qu'il faut que ça soit dans le débat de la première partie qui va commencer bientôt sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors, vous parliez du départ souhaité d'Emmanuel Macron. Une nouvelle procédure de destitution à l'encontre du président de la République va être déposée par la France Insoumise. Pourquoi? Parce que vous vous entêtez alors que la précédente vient juste d'être rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que Emmanuel Macron s'entête à imposer des gouvernements minoritaires et une politique minoritaire. Et donc, je ne vois pas comment on décoince la situation qu'en permettant aux gens de revenir aux urnes, mais de revenir aux urnes sur l'élection qui est l'élection cadre de la 5e République. Oui, mais votre motion de destitution n'a pas plus de chances d'aboutir la semaine prochaine que la semaine dernière. Mais si le Rassemblement national avait voté pour cette destitution au bureau de l'Assemblée nationale, la décision aurait été déjà débattue à l'Assemblée. Tout à fait, on a posé la question à Thomas Ménager qui était à votre place hier. Il nous a dit qu'il ne changerait pas de position. Alors pourquoi, ils prennent leur responsabilité, mais alors qu'ils arrêtent, que le Rassemblement national arrête de dire qu'il faudrait que le président Macron démissionne ou qu'il faudrait je ne sais quoi. Il faut être cohérent avec les choix. Soit on pense que M. Macron mène une politique catastrophique pour le pays et non démocratique parce qu'il n'a pas respecté le suffrage universel. Et dans ces cas-là, c'est normal. J'ai pas d'autres moyens. Qu'est-ce que vous nous donnez d'autre comme moyen que d'essayer cette voie? Et moi, je dis une chose, c'est que je ne sais pas si la motion pourrait aller jusqu'au bout, mais déjà le fait qu'elle soit discutée dans l'Assemblée, vous imaginez le coup de tonnerre. Donc déjà, la pression sur Emmanuel Macron serait d'autant plus forte, surtout que d'autres, vous le savez, demandent sa destitution. Édouard Philippe l'a redemandé. Enfin, en tout cas, il n'a pas demandé une destitution de la même façon. Mais Éric Coquerel, tout à l'heure, vous avez dit François Bayrou a affolé les instituts de notation justement en faisant peur. Est-ce que en agitant une démission, en agitant cette destitution, vous ne craignez pas je crois vous pas, aussi d'affoler ces agences? Non, je crois pas. Je crois que pour en finir avec l'instabilité et le chaos dans le pays, il faut permettre aux gens de revenir et de voter pour que on ait là une vision claire sur la politique que le peuple veut. Ça veut dire que pendant des mois, je n'ai pas d'autres moyens. Pas de choses qui avancent non plus. Alors, il y aura un budget. S'il y a que ce soit une dissolution ou autre, il y aura une loi spéciale qui sera votée avant, qui va restituer le budget de l'an dernier. Il se trouve que le budget de cette année est tellement si catastrophique que si on restitue le budget de l'an dernier, il sera quand même meilleur pour les assurés sociaux, pour tous nos concitoyens qui payent l'impôt sur le revenu, etc. Donc on aura un budget, et puis ça permettra de faire des élections et d'avoir un débat sain dans ce pays, et non pas qu'on nous impose une politique minoritaire avec tous les arcanes de la 5e République. On aura un budget, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. De toute façon, il y aura un budget, bien sûr, il faut arrêter de faire peur aux gens, quoi. Président. Le gouvernement fait peur aux gens de la et du coup, affole tout le monde. des finances de l'Assemblée nationale. Bon courage pour les prochaines semaines. Merci.